This preseason, take football further with NFL Game Pass. We make plays, we dominate all night long. Catch every rookie debut with live out-of-market preseason games. Welcome to the NFL. See big names in their new homes. And here comes one. Julio Jones, touchdown. Plus, get all the action in 45 minutes or less with condensed game replays. Oh, my goodness. Take football further with NFL Game Pass. Go to NFL.com/Game Pass to start your free trial today. Salut à tous, bienvenue dans cette Stream Team spéciale. Le FC Stream Team est donc de retour début août. On vous avait promis de ne pas revenir vous voir, de ne pas venir vous importuner pendant vos vacances et d'attendre le début du mois de septembre. Mais malheureusement, les JO sont finis, on s'ennuie un peu, on n'a pas assez à travailler pendant 15 jours. Et en plus, Messi arrive en France, donc on a dérangé Martin aussi. Martin qui est en direct de son chalet à la montagne pour discuter de Lionel Messi et de son arrivée au Paris Saint-Germain, qui est évidemment l'info de l'été et peut-être même l'info de l'année pour la Ligue 1. J'étais tranquille sur mon téléski ce matin. Maxime m'appelle. Martin, il faut absolument qu'on fasse une émission. Et moi, pour les beaux yeux de Maxime, je ne peux pas résister, évidemment. Et surtout, pour les beaux yeux de Lionel Messi, parce que Maxime, on va quand même voir le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le plus grand joueur à n'avoir jamais joué en Ligue 1, sur les pelouses françaises. Donc, évidemment, c'est un événement. Ça nécessitait une émission spéciale. On va parler de Messi, du Paris Saint-Germain, d'Mbappé, de Neymar et de Maxime Dupuis pendant 30 minutes au moins. Quelle est la couleur des yeux de Messi ? C'est une bonne question. Bonne question, j'ai jamais fait attention. Je pense qu'ils sont un marron classique. Un marron classique, mais un marron qu'on adore quand même, parce que c'est quand même un joueur qui nous a fait rêver, fantasmer pendant des années du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, je me demande ce qui est le plus improbable. Est-ce que c'est qu'il parte du FC Barcelone ou qu'il arrive au Paris Saint-Germain ? En tout cas, évidemment, ça a fait l'effet d'une bombe. Moi-même, aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser. Mais Maxime, c'est le transfert du siècle en fait. C'est le mouvement du siècle. Ouais, du 21e siècle assurément. Et moi, si on m'avait dit que en 2021, Sergio Ramos et Lionel Messi évolueraient dans la même équipe, j'avoue que je me serais vraiment gratté la tête pendant longtemps pour trouver le club qui les aurait accueillis. Donc c'est évidemment le Paris Saint-Germain et comme tu l'as dit, oui, c'est le transfert du siècle. Enfin, c'est l'opération du siècle puisque techniquement, c'est pas un transfert. C'est ça qui est encore plus agréable, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il ne débourse rien en termes de transactions qui ne donnent rien en plus au FC Barcelone, avec qui ils ont des relations qui sont assez fraîches depuis 2017, on va dire. Donc voilà, pour eux, c'est assez savoureux. Évidemment, ça ne va pas coûter une paille parce qu'il y a le salaire du monsieur à payer, qui est le footballeur le mieux payé au monde. Mais c'est une opportunité. Alors, on en parlera aussi après parce qu'il y a quand même des risques économiques autour de cette opportunité. Mais à la place du Paris Saint-Germain, à la place de QSI, à ce moment-là, c'était compliqué de dire à Lionel Messi, non, finalement, là, on ne peut pas te prendre. Il y avait deux clubs, au fond, qui pouvaient prendre Lionel Messi, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Je suis très étonné, moi, que Manchester City n'y soit pas allé, parce que Manchester City a les épaules. Manchester City est dans le même, on va dire, dans le même type d'organisation que le Paris Saint-Germain. C'est un club détenu par un État qui a les moyens illimités. Sa seule limite, c'est évidemment le fair play financier, mais on en reparlera après. Le fair play financier, c'est un peu relâché en temps de Covid. Donc moi, j'étais étonné qu'il n'y aille pas. Alors vous allez me dire, oui, Jack Grealish, 117 millions. Oui, certes, mais bon, 117 millions, là, c'était rien. C'était Lionel Messi. Et ça aurait été aussi sympa de voir Lionel Messi en Première Ligue avec Pep Guardiola. Tant pis pour eux, tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. On aura Lionel Messi en Ligue 1 pendant quelques années, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on va s'en réjouir et se poser les questions aussi qui sont tout autour de son cas. Les conséquences sur le trio offensif, parce que là, le trio offensif, il est monstrueux. On va se poser la question de savoir si ce trio offensif est le meilleur dans lequel sûrement Messi a joué. Et pour être honnête, on va comparer avec la MSN de 2015 qui cassait tout. La MSN, donc Messi, Suarez, Neymar. Ensuite, Martin, on parlera des conséquences à côté de Messi au Paris Saint-Germain. On parlera évidemment des conséquences pour la Ligue 1. On se demandera tout simplement est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 ou non. Parce que d'un côté, évidemment, d'avoir le meilleur joueur du monde sur les pelouses de Ligue 1 chaque week-end, on peut ne prendre ça que du bon côté, mais ça déséquilibre aussi encore un peu plus la course au titre. Est-ce qu'il y a encore une course au titre ? Voilà, c'est la question qu'on se posera. Et on finira, Maxime, par évoquer le cas de Kylian Mbappé, auquel il ne reste qu'un an de contrat, on le rappelle. Ouais, moi je pense que Kylian Mbappé est content de jouer avec Messi, parce que jouer avec Messi c'est très bien, mais je pense qu'il y a un mais, on le développera après, parce qu'il ne se retrouve plus dans la position Kylian Mbappé avec Lionel Messi de dire, pour le coup, là, sans jeu de mots, c'est moi le Messi, tout tourne autour de moi, comme ça a été le cas à la fin de saison précédente.
Il l'a toujours dit, il veut des responsabilités, il veut être le numéro 1. On l'a vu en équipe de France où là, il a un peu poussé ses responsabilités un peu trop. Ça va être quand même une drôle de saison. Je pense que c'est une saison de tous les dangers pour Mbappé. On y reviendra, du moins s'il reste évidemment. On y reviendra dans la dernière partie de cette émission. Et pour l'instant, évidemment, on va se pencher sur le transfert tout court. Messi est au Paris Saint-Germain et c'est tout bonnement exceptionnel pour le Paris Saint-Germain et pour la Ligue 1. Il faut se rendre compte de ce que c'est Messi au Paris Saint-Germain. En 2011, donc il y a 10 ans tout pile, QSI prenait les rênes du PSG et Robin Leproux, qui était alors encore président du Paris Saint-Germain pour quelques semaines, il parlait déjà de Lionel Messi. On lui avait posé la question quel joueur il rêvait d'attirer au Paris Saint-Germain. Tout de suite, il a répondu Lionel Messi. Paris a mis 10 ans pour mettre la main sur lui. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Évidemment, le fair play financier qui a empêché Paris de sortir l'arme nucléaire pour Messi. Évidemment, les prolongations de Messi et l'inflation de sa clause libératoire, qui était, je crois, de 250 millions d'euros vers 2015 et qui est montée à plus de 700 millions d'euros. Les envies de Messi aussi, parce que très vite, on s'est rendu compte que Messi s'est servi du Paris Saint-Germain avant tout pour faire augmenter son contrat du côté de Barcelone. Messi n'a jamais vraiment franchi le pas, n'a jamais switché dans sa tête pour se dire « Ok, je peux quitter le FC Barcelone ». Et finalement, il a fallu attendre le contexte absolument idéal pour le Paris Saint-Germain. Il ne pouvait arriver qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, crise du Covid, donc effondrement de certains clubs. Je pense évidemment et avant tout au FC Barcelone qui n'a plus les moyens tout simplement de payer Messi, mais aussi des potentiels concurrents qui auraient pu s'écharper pour signer l'Argentin. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a aussi une fin d'aventure quelque part de Messi avec le FC Barcelone. On se souvient de 2020, l'an dernier, où Messi avait eu des envies d'ailleurs, mais c'était Manchester City qui tenait la corde. Cette fois-ci, Manchester City est passé à autre chose. Donc le Paris Saint-Germain était toujours là. Bref, un contexte absolument idéal. Toutes les planètes se sont alignées. C'est pour ça que c'est allé très très vite. Parce qu'on se dit que faire un tel deal en si peu de temps, ça relève de l'exploit. Mais tout était réuni pour voir arriver l'impensable, ce qu'on pensait finalement complètement improbable, parce que ça faisait 10 ans que Paris tournait autour de Messi. Ils ne sont jamais arrivés à lui mettre la main. Ça valait le coup d'attendre, Maxime. Ouais, ça valait le coup d'attendre et ça a dû paraître long pour ceux qui étaient au Bourget depuis lundi 9h du matin. Mais au fond, c'est d'une rapidité absolue pour un transfert de cet acabit. Ça ne se passe pas comme ça ne se passe jamais comme ça habituellement. Le dernier transfert de cette taille, on va dire, qui arrive aussi vite, mais c'est déjà une autre ère, c'est presque Ronaldo au Real Madrid. Voilà, où ça va très vite, c'est au début du mois de juin de mémoire, ça se fait très vite, mais on est dans une autre sphère, c'est plus exactement pareil, où les joueurs ont pris un tel pouvoir, notamment, normalement, ça attend souvent la fin du mois ou le mois d'août, etc. Regardez Neymar, comme ça avait traîné, c'est pas si évident que ça. Là, en l'occurrence, il est libre, ça va très vite parce qu'évidemment aussi, il n'y a pas 36 000 clubs pour l'accueillir, donc c'est le Paris Saint-Germain. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, comme tu l'as dit, c'est une quête qui a duré 10 ans, et finalement, les jalons qu'a posé le Paris Saint-Germain tout au long de ces 10 années ont servi à quelque chose, voilà. Parce que, évidemment, la prise de contact existait déjà. Ça n'a jamais été vain, finalement, de le faire. Parce qu'au moment où il a fallu conclure, il y avait cette opportunité. Tu l'as dit, ça s'est fait très vite. Mais ce que je voulais rajouter, c'est ça n'a jamais été très sérieux. On ne s'est jamais dit ça va bientôt le faire. Il y a eu, je crois, vraiment deux grosses approches en 2015 et l'an dernier en 2020, quand il a annoncé qu'il voulait quitter le FC Barcelone. Mais on n'y a jamais vraiment cru parce que aussi, Messi était un moyen pour le Paris Saint-Germain d'exister, c'est-à-dire de dire, écoutez, on est capable de faire venir Messi, il nous intéresse. C'était une façon aussi de se positionner. On sait que Paris a couru après cette légitimité-là depuis que QSI est arrivé. Et Messi, ça a été un moyen pour Paris de dire, on est parmi les clubs qui comptent et qui peuvent s'offrir Messi. Messi, je l'ai dit tout à l'heure, s'est servi lui aussi du Paris Saint-Germain. Donc c'était un intérêt réciproque, mais jamais vraiment quelque chose de très concret. Non, et puis la légitimité, le Paris Saint-Germain, c'était finalement commencer à se l'acheter avec Zlatan et Thiago Silva, qui étaient déjà, il faut revenir en 2012, ce sont d'énormes coups, mais ce n'est pas de la stature de Messi. Neymar, c'est vraiment la prise de guerre au-dessus, parce qu'ils vont le chercher au FC Barcelone pour une somme record, et puis là, Messi, évidemment. Mais ce qui est drôle aussi là-dedans, c'est que quand vous réfléchissez à tout ce qu'on dit sur les transferts, les processus, tout ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça n'arrive en 2021, à un moment où toutes les étoiles s'alignent, mais dans des proportions complètement fous. Parce que si vous dites ça il y a 2 ans, que Messi vient au Paris Saint-Germain, peut-être vous dire, oui, peut-être, pourquoi pas, allez, on ne sait jamais, parce qu'on a vu Neymar, on a vu d'autres choses. Mais là, c'est
le FC Barcelone qui n'a plus une thune, qui a plus d'1 milliard de dettes, qui en aurait eu de toute façon 800 millions et qui aurait déjà normalement dû rendre les sous un peu plus tôt. La Liga qui dit là, va falloir arrêter les frais, les gars, parce que là, vous faites n'importe quoi, vous filez à la banqueroute. Alors que Bartomeu continue à sortir la planche à billets. Il faut le rappeler quand même, c'est complètement dingue quand vous y pensez. On en parlera aussi pour le Paris Saint-Germain tout à l'heure. La masse salariale était au-dessus du budget. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un salaire de 2000 euros et que tous les mois, vous dépensez 2500 euros. Alors, ça arrive, mais quand vous faites ça, à un moment, la banque vous dit « faut arrêter ». Eux, ils continuaient jusqu'à plus d'1 milliard d'euros. Il faut imaginer ce que c'est. Et pourquoi c'est capital pour le Paris Saint-Germain parce que tu parlais de prise de guerre pour Neymar, mais là c'est à peu près la même chose. On n'a pas trop de doute du fait que Lionel Messi va apporter une petite plus-value au Paris Saint-Germain sur le terrain et va l'aider dans sa quête de Ligue des Champions. Mais au-delà de cette plus-value sportive, au-delà aussi de toutes les retombées du merchandising, du marketing, évidemment, on va vendre beaucoup de maillots du côté du Paris Saint-Germain. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'image. Et ça, c'est capital et c'est peut-être le point central. C'est pour ça que QSI voulait mettre la main sur Messi dès le départ. C'est-à-dire que en achetant Messi ou en ayant Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, pour être plus précis, Paris devient le centre du monde. Donc, le Qatar devient le centre du monde. Donc, le Qatar véhicule une image avec Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. On ne peut pas faire mieux. C'est Dream Bigger, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas rêver plus grand que Lionel Messi. Et on est, je le rappelle quand même, à 1 an de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, potentiellement, quand cette Coupe du Monde au Qatar va démarrer, Neymar et Messi seront sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En attendant, peut-être Mbappé, on verra. En tout cas, on va dire le meilleur joueur du monde, le 2e ou 3e meilleur joueur du monde et les 2 mecs qui vendent peut-être le plus de maillots au monde. Donc pour le Qatar aussi, au-delà de l'aspect purement marketing ou sportif, c'est capital, Messi. D'ailleurs, le Dream Bigger, va falloir changer le slogan là. Ouais, parce que là, tu peux pas dreamer plus haut. Ouais. On va se poser la question maintenant du terrain, parler de l'association, puisque évidemment, ce qu'on va avoir a priori, ce sera un trio, voire un quatuor. Mais pour l'instant, on va partir sur le trio. Messi, Mbappé, Neymar, à l'heure actuelle, c'est ça le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera ça à la fin août si Mbappé finissait par partir? On ne sait pas, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Et on a envie de la situer un peu dans l'histoire, au moins des promesses. Et peut-être que le plus simple, on peut parler des autres, mais le plus simple, c'est de le comparer à évidemment la MSN de 2015 qui avait tout cassé, une saison à plus de 100 buts, une Ligue des Champions au bout. La MSN, c'était évidemment Messi, Neymar, Suarez, c'était plutôt déjà pas mal. Finalement, ça ressemble, sauf que les deux sont plus âgés. Et à la place de Suarez, vous mettez Mbappé. Alors, ton avis, Martin, est-ce que la MMN est mieux que la MSN? Sur le papier, oui. Sur le papier, oui, parce que je dirais que déjà, tu retrouves Neymar et Messi. Alors oui, ils ont pris un peu d'âge, mais on remarque notamment que c'est le Ballon d'Or en titre quand même. Hein, et puis, c'est le favori au prochain Ballon d'Or, Messi. Donc oui, il a pris de l'âge. Malgré tout, ça reste quand même très, très honnête. Neymar, ça reste aussi très, très honnête. Et si je remplace Suarez par Mbappé, j'ai l'impression quand même d'avoir un joueur qui a un peu plus de potentiel, un joueur peut-être un peu plus au-dessus. 3 individualités peut-être un peu plus fortes que la MSN, ça ne signifie pas pour autant pour moi un trio meilleur. Alors, on attendra de voir ce que ça donne sur le terrain. Moi, je donne mon avis de ce que je sais de chaque joueur et de ce que j'ai vu. C'est pas certain que parmi ces 3-là, on ait un joueur capable de se mettre au service du collectif. Suarez le faisait admirablement, mais d'abord Neymar, il faut le rappeler, est parti du FC Barcelone pour sortir de l'ombre de Messi et de Suarez, donc pour grandir au Paris Saint-Germain. Donc on est sur un Neymar dont l'ego s'est encore démultiplié, qui a grandi et qui est devenu quelque chose d'autre au Paris Saint-Germain, à savoir la star incontestée. Donc est-ce que ce Neymar sera plus enclin à faire ce qu'il faisait au FC Barcelone et à distribuer notamment un nombre de caviar incroyable? C'est une question. Neymar n'est plus dans le rôle dans lequel il était au FC Barcelone. Est-ce qu'il sera aussi à l'aise pour distribuer les caviars, être un peu moins à la finition? Voilà, c'est une vraie question. Mais la vraie interrogation, elle concerne surtout Mbappé. Si on compare Mbappé et Suarez, Suarez au service du collectif, Mbappé, c'est un joueur qui veut des responsabilités. Mbappé, c'est un joueur qui veut grandir, qui veut devenir le meilleur du monde, qui veut avoir son ballon d'or. Voilà, moi, c'est la vraie question que je me pose. Il est à la recherche d'un statut, du statut de Messi et de Neymar.
Du coup, est-ce qu'il peut, parce qu'il va être dans l'ombre de Neymar et surtout de Messi, notamment en début de saison, est-ce qu'il peut vivre dans cette ombre-là sans que l'efficacité du trio n'en souffre? Moi, c'est ma vraie interrogation sur Mbappé. Je pense que c'est pas le trio le plus complémentaire pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, on reprend la MSN de 2015, plusieurs saisons au Barça. En gros, on a 3 joueurs qui s'embriquent parfaitement parce que Messi, c'est évidemment la petite bombe ballon au pied qui peut éliminer par la passe aussi. Neymar sait le faire aussi et il y a la qualité de passe. Et devant, vous avez Suarez qui est presque leur opposé, c'est-à-dire j'ai pas besoin de trop d'avoir de ballon. Il suffit de me les filer et je vais les mettre au fond. Voilà, et j'accepte déjà de défendre, on en parlera, et d'être dans la surface. Voilà. Je dis défendre, oui, parce que j'y pensais déjà. Là, il y a 3 joueurs qui potentiellement sur le travail défensif. Alors, on a vu par moments que Mbappé ou Neymar s'arrachaient en Ligue des Champions pour le faire. Maintenant, au quotidien, vous acceptez potentiellement de jouer des matchs de Ligue 1 où vous avez 3 joueurs qui ne vont faire à peu près aucun repli. Moi, Messi, je ne l'ai jamais vu se replier, tout simplement. Il marche, etc. Il va peut-être faire attention à aller faire le premier rideau pour le principe, mais on ne lui a jamais demandé, et c'est bien normal, je dirais, parce que autant qu'on garde sa lucidité offensive, pour le reste, le Barça l'a compris, l'Argentine l'a compris. Maintenant, 3 joueurs, c'est compliqué. Après, pour ce qui est de la complémentarité, c'est de voir aussi où ils vont jouer, tout simplement. Parce que potentiellement, Mbappé, on l'a vu sur le côté gauche, c'était formidable. Est-ce qu'il va vouloir aller jouer dans l'axe? Est-ce qu'on va le mettre dans l'axe? C'est une bonne question. Est-ce que ça peut être Messi en faux numéro 9? Qui va aller à droite? Qui va aller à gauche? Voilà, il y a quand même une question qui va se poser et il faut faire attention à la liberté. On est bien placé pour le savoir, on l'a vu en équipe de France, on ne peut pas dire aux joueurs ça ne marche pas, on l'a vu cet été, liberté, faites ce que vous voulez, entendez-vous bien. Non, il faudra donner des directives et ça, Pochettino va avoir un rôle important là-dessus parce qu'il va falloir décider de dire à Mbappé par exemple, tu te mets dans l'axe, peut-être qu'il dira oui, moi j'ai envie de jouer à gauche. Et c'est une situation quand même qui peut être un peu compliquée, il faut le reconnaître. Voilà. Après, pour ce qui est de la différence ou des comparatifs avec la MSN d'il y a maintenant 6 ans, c'est que oui, il y avait 6 ans de moins, mais je pense pas que, par exemple, Neymar, je ne pense pas qu'il soit forcément moins bon aujourd'hui. Il s'est parfois un petit peu perdu, il y a eu des blessures, mais je pense qu'intrinsèquement, ça s'équivaut, il était plus jeune, il a gagné en bouteille. Est-ce que Messi est un peu moins fort? Bah oui, je pense quand même, il a vieilli, mais c'est vraiment, par le petit bout de la lorgnette, c'est peut-être 5%, mais il est quand même 95% au-dessus des autres. Donc là, il n'y a pas trop de problème avec ça. Est-ce que Mbappé est un meilleur footballeur intrinsèquement que Suarez? La réponse est oui, évidemment. Mais en revanche, est-ce que tout ça va bien s'imbriquer? Le problème, c'est qu'on ne va pas le savoir tout de suite finalement, parce que la Ligue 1, alors on pourrait avoir des idées de se dire oui, ça marche moins bien, mais quand même en Ligue 1, ça serait compliqué que ça ne marche pas avec ces 3-là, surtout vu ce qu'il y a en face. Ce sera la Ligue des Champions, est-ce que ce sera dès le premier tour? Peut-être 1 ou 2 fois, on verra, mais en tout cas, il faudra attendre, il faudra que ça se rôde. Mais en tout cas, oui, ce sera intéressant de voir parce que ce sont 3 joueurs qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, mais qui sont passionnants sur le terrain. Parce qu'on le répète, Messi, c'est le meilleur joueur du monde de la décennie. Alors je sais qu'il va y avoir les pro-Ronaldo qui vont dire non. Ok, bon, peu importe, vous mettez 1 ou 2, peu importe. Neymar, à un moment, il a été le successeur, il a été le 3e. Il n'est plus vraiment, mais bon, on ne le sort pas du top 5, du top 6. Et Mbappé, c'est celui qui est censé succéder à Messi. Donc voilà, c'est assez énorme sur le papier. Et c'est vrai qu'en termes au moins de promesses, on a rarement vu dans l'histoire un tel trio. Parce que même quand Suarez arrive au Barça, c'est fantastique. Parce qu'il vient de Liverpool, mais il a toujours ce côté buteur à l'ancienne qui fait qu'on diminue toujours les mérites de ces joueurs-là, alors que c'est énorme. Là, on a du talent plein les pattes des 3. Et c'est vrai que sur les promesses, j'ai rarement vu un tel trio, au moins au début. Sur l'accomplissement, c'est autre chose. Est-ce qu'on a déjà vu 3 des 5 meilleurs joueurs du monde dans la même équipe? En club, c'est pas dit. Hein. Ouais. Parce que là, on est sur les... Allez, je vais mettre quand même Lewandowski et toujours Ronaldo, mais on est sans doute avec les 3 des 5 meilleurs joueurs du monde. Donc évidemment, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de faire mieux. Même à l'époque de la MSN, moi je mettais peut-être pas Suarez dans ces 5-là. Donc évidemment, en termes de promesses, je pense qu'on n'a jamais vu mieux, ça c'est sûr. Ouais, et puis c'est le football aujourd'hui qui dit ça, parce que si tu regardes les Galactiques de Zidane, compagnie, Ronaldo, Figo, etc.,
Tu peux dire le trio, c'est un trio de feu. Alors c'est un trio un peu plus reculé parce que Zidane est un milieu de terrain, Figo c'est un ailier mais qui joue entre les deux. Mais c'était plus dilué, on voyait moins, il y a moins d'écart aussi avec les autres. Donc il y avait ça, mais c'est vrai que sur le papier, encore une fois, ouais, c'est le truc le plus clinquant possible. Parce que potentiellement, vous avez normalement les 3 joueurs les plus chers du monde. Parce que si Messi avait été transféré au Paris Saint-Germain, ça n'aurait pas été pour 50 millions. Donc il y a aussi toute cette aura qui accompagne tout ça. Et le fait que Messi, encore une fois, qui a 34 ans, et encore une fois, il est forcément sur un tout petit déclin, parce qu'à cet âge-là, on décline un tout petit peu, mais le déclin, il est tellement faible qu'on reste encore sur un monstre, et comme tu l'as dit, il peut gagner un 7e ballon d'or, même si je pense que ça ne sera pas lui, mais ça on en reparlera, et on en a même déjà parlé avant. Mais la comparaison avec les Galactiques, elle est bonne, parce que pour moi, c'est la seule équipe aujourd'hui avec laquelle tu peux les comparer. Parce que ça ressuscite cette idée-là. On rappelle, les Galactiques, c'était quand Florentino Pérez avait décidé de mettre tous les ballons d'or en activité sur un seul et même terrain. Un par an. Voilà, il en a acheté un par an, Owen, Zidane, alors même Beckham qui n'a jamais eu de ballon d'or, il a fini par l'acheter, Figo et évidemment Ronaldo le Brésilien, et ça faisait une équipe absolument incroyable. Et moi, ce PSG 2021 me ramène au Galactique. Il me ramène pas au Real des années 2010-2020 ou au Barça des années 2010-2020 qui étaient déjà des équipes absolument extraordinaires. Parce que tu avais une idée de construction avec le Barça, notamment Xavi, Iniesta, des joueurs qui sortaient. Voilà. Là, on est sur c'est le All-Star Game, c'est Ramos, même Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro quand même. Enfin, c'est pas rien. Ramos, Di Maria, qui du coup devient un vulgaire 4e larron de l'attaque. C'est délirant. Ce sont les Galactiques des années 2020 pour moi. Ouais, et alors tu as trouvé la transition parce que face aux Galactiques, rappelez-vous que cette équipe des Galactiques ne gagnait pas le championnat d'Espagne tous les ans. Bien au contraire, Zidane ne gagne qu'un championnat d'Espagne. Il y a évidemment 3 Ligues des Champions entre 98 et 2002, mais il n'y en a qu'une pour Zidane et compagnie. La question, c'est ce qu'il va y avoir en face. Parce que les Galactiques, ils avaient Valence à l'époque, ils avaient la Corogne, ils avaient le Barça. Il y avait un vrai championnat d'Espagne. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se retrouve dans un désert absolu. Et la question qu'on va se poser maintenant, parce qu'évidemment, on a été très sympa, maintenant il faut aussi parler des choses qui vont peut-être un peu fâcher. C'est-à-dire, est-ce que ce Paris Saint-Germain-là, est-ce que l'arrivée de Messi va profiter à la Ligue 1 ? Et si tu me dis oui, j'ai envie que tu m'expliques comment la Ligue 1 va pouvoir maximiser Messi en dehors du PSG et donner à la Ligue 1 l'attrait qu'il a eu l'année dernière, qu'il a eu en 2017. Alors, c'est pas parce que, je le dis tout de suite, c'est pas parce que le PSG à chaque fois perd le championnat, c'est simplement qu'il y a un duel. En 2017 contre Monaco, si Paris Saint-Germain perd le championnat ou le gagne, peu importe, il y a un formidable duel. En 2021, même chose, que ce soit Lille, soit le Paris Saint-Germain, peu importe, il y a un duel jusqu'au bout. C'était les 2 dernières saisons les plus passionnantes de la décennie. Comment on fait pour ressusciter ça avec Messi ? Moi, j'ai un petit doute. Bon, déjà, me dire que c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 que Messi arrive, ça pour moi c'est un argument inconcevable. Je vais démarrer simplement en répétant ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est que pour la première fois de l'histoire sans doute, alors tu peux me parler de Jean-Pierre Papin peut-être, mais on va avoir le meilleur joueur du monde sur les terrains de Ligue 1. Ah non, on rappelle que Papin, oui, il avait le ballon d'or. Oui. Voilà. Là, on a le meilleur joueur du monde, un des, peut-être 3 meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le meilleur joueur du siècle, tous les week-ends en Ligue 1. Donc c'est comme si, dans les années 60-70, la SS avait signé Pelé. C'est comme si, à la fin des années 80 ou début des années 90, Marseille avait signé Diego Maradona. C'est pas passé loin, mais il n'est pas venu. C'est comme si Lyon, au tournant des années 2000 ou même à la fin des années 2000, avait signé l'un des 2 Ronaldo. Voilà, on en est là. Ça n'est jamais arrivé. Ou Cruyff, on peut prendre Cruyff aussi. Évidemment, on a eu Platini et Zidane. C'était pas les plus belles années de ces 2 joueurs-là. Donc là, on va avoir le meilleur au moment où il est en pleine possession de ses moyens. Ça n'est jamais arrivé. On a raté tous ces joueurs-là. Là, on l'a sous la main. Il faut en profiter. Voilà, il faut le chérir. Et ça n'arrivera peut-être pas des millions de fois. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je me dis que même sans Messi, avec le recrutement qu'il y a eu, le Paris Saint-Germain, et même sans ce recrutement-là d'ailleurs, le Paris Saint-Germain a un tout petit peu de marge sur la concurrence. Oui, je sais ce que tu vas me rétorquer, que l'an dernier, il y a eu une lutte. Il n'y aura peut-être pas de lutte. Je ne pense pas que ce soit du seul fait de Messi. Il n'y a plus de suspense en Ligue 1. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est terrible. C'est encore plus déséquilibré.
Je serais tenté de te dire quand même, c'est pas de la faute du PSG ni de Messi. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas de leur faute et on va pas leur reprocher de faire le job. Moi, ce qui me manque, c'est qu'il y ait quelqu'un en face. Après, moi, j'ai pas envie que la Ligue 1, ça devienne Disneyland. C'est-à-dire qu'on vient tous les week-ends voir les personnages de Disney marcher sur la Ligue 1. Parce que moi, je le répète, et si vous nous suivez depuis assez longtemps, moi, ce que je demande, c'est du suspense. Voilà, le football n'est pas un spectacle. Mais ça, je te rejoins, Maxime. Le Mais football, c'est un jeu, c'est un sport, il faut de la compétition, c'est pas un spectacle. Maintenant, la Ligue 1 a raison de se réjouir, mais évidemment, mais moi, voir Messi aussi, c'est délirant. Vous allez voir Marseille PSG avec Messi. C'est complètement délirant. Un PSG Lyon avec Messi, c'est fantastique. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est que j'aimerais que la Ligue 1 puisse maximiser ça. Or, je ne vois pas comment. La théorie du ruissellement, faut arrêter. Alors, ça, c'est des bullshit, c'est des conneries, tout ce que vous voulez. Le seul ruissellement qu'il y avait à l'époque, c'est quand Lyon achetait des joueurs à Lille, etc. Sauf que ça ne changeait rien. Lyon éclatait le championnat tous les ans. Donc, au fond, si vous êtes puissant, vous l'êtes, vous le restez. Et surtout là, avec un écart, mais qui est complètement de 1 à 10 par rapport au poursuivant. Messi va mettre ses 25 buts, ses 30 buts, Neymar va mettre ses 20 buts, Mbappé va mettre ses 25 buts, ses 30 buts, voilà, c'est super. Maintenant, moi, je ne me satisfais pas, je ne vais pas voir un match de foot comme je vais voir un spectacle, tout simplement. J'ai envie, une fois de temps en temps, c'est fantastique, un récital, mais de temps en temps, quand on aligne 6, 7, 8, 0, c'était comme le championnat d'Espagne à l'époque, moi je le dis, à un moment, ça perd sa valeur et j'ai envie de voir en face. Alors, à qui la faute ? Je le répète, oui, tu as raison, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est aussi aux autres. Maintenant, la question, et c'est la Ligue aussi qui doit se dire, mais comment on va attirer des investisseurs, des vrais, pas King Street, pas compagnie, qui viennent faire les fossoyeurs des clubs, voilà. Parce que Lille, c'est fantastique si on fait l'année dernière, mais Lille, toujours pareil, ils sont flingués par leur succès. Tous les clubs, c'est ainsi. Donc, à un moment, c'est de se poser la question. Quand on dit aussi les droits TV, non, mais c'est une connerie, les droits TV, ils sont vendus. Donc c'est terminé. Oui, ce serait vendu maintenant, dans un mois, là, ce serait peut-être pas la même chose. Donc enfin, si, ceux qui se frottent les mains, c'est Amazon, Canal, je sais pas, parce que comme ils n'en voulaient plus, peut-être pas, mais quand même, c'est de se dire, voilà, on a payé, pour eux, c'est l'affaire du siècle. Voilà. Il y a les droits TV à l'étranger, aujourd'hui, c'est une paille, les droits TV à l'étranger, c'est 80 millions. 80 millions, c'est rien du tout, c'est 4 € par club, je pense. Et ils seront renégociés avec Messi, donc quelque part. C'est juste, non, alors pour l'instant, c'est jusqu'à 2024. Et c'est beIN Sport qui peut. Oui, mais voilà, en fait, beIN Sport peut les renégocier au tout venant, on va dire. Mais le problème, c'est que beIN Sport est aussi diffuseur. Donc, en gros, ils se vendent leurs droits. Donc, c'est compliqué de s'auto-dire au Moyen-Orient, on va augmenter la somme de beaucoup parce que ça deviendrait une moins bonne affaire. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça profite vraiment au football français, en dehors des belles images qu'on va voir. Évidemment qu'il va y avoir un impact, mais je voudrais que l'impact il soit sur la compétitivité du football français, parce que économiquement, c'est bien tout ça, mais c'est sur le terrain que ça se passe et qu'on a envie de voir une lutte. Il manque pas grand-chose. C'est comme la Liga. Il manque un club en face. Il manque Exactement. Un club qui puisse avoir les reins assez solides. L'OM, c'est fantastique ce début de saison. Enfin, c'est fantastique, c'est formidable ce qu'on a vu à Montpellier, c'était très sympa. Mais on se doute que ça plafonnera. Et surtout, c'est même pas ça. Imaginez que l'OM soit un concurrent au titre du PSG, mais vraiment solide, et qu'il épouse dans leur retranchement, qu'il gagne le titre ou qu'il le perde. Ben, ce serait génial. Mais ce serait le deuxième étage de la fusée qu'il faudrait arriver à mettre en place. C'est-à-dire que derrière, un investissement qui irait dire que là, oui, on va tenir longtemps, que l'OM va tenir longtemps. Même chose pour Lyon, voilà, c'est ça dont on a besoin. C'est pas de se contenter d'être deuxième, d'être troisième, c'est au moins d'essayer de lutter pour la première place, de temps en temps, peut-être à tour de rôle. Mais là, ce qui va manquer, pour moi, c'est ça. Et une Ligue 1 qui est, moi je le répète, que le Paris Saint-Germain soit champion, soit pas champion, c'est pas moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de la lutte. Et là, malheureusement, j'ai peur que ce soit tué dès le mois de mars. Encore une fois, je suis pas sûr que Messi change grand-chose. Je suis même à peu près sûr que Messi change rien. En revanche, si tu l'as évoqué mais comment tu fais pour que ça change, c'est ça voilà, peut-être que dans les têtes de certains investisseurs puissants, se positionner sur un championnat où il y a Lionel Messi, c'est autrement plus attrayant que de se positionner sur un championnat où il n'y a pas Lionel Messi. Peut-être. Parce que le mythe du joueur qui vient jouer en Ligue 1 pour jouer contre Messi, c'est des conneries. Il vient jouer avec Messi, voilà. Et s'il joue avec Messi, il joue au Paris Saint-Germain, voilà. Donc voilà, c'est ça. Et peut-être c'est ça, c'est de dire il faudrait. Et on sait que les relations dans le golf entre Qatar et d'autres, c'est pas forcément bon. Que se disent, il y a un investisseur qui dit, tiens, on va aller marcher sur leur plate-bande pour les faire suer. Voilà, on a presque envie de ça parce que finalement, sinon, on a un foot qui est dérégulé et c'est problématique. Et là, c'est pas, je vais finir là-dessus sur ce sujet-là. Ce qu'il va falloir voir aussi, ça va être lié au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que là, ils vont se retrouver avec une masse salariale qui est monstrueuse. Or, la Ligue a demandé, ça a été reculé, à ce que ce soit la masse salariale représente 70% de votre budget.
Donc là, je pense que le métier le plus compliqué du monde, où vous avez plus de pression, c'est pas d'être 5e tireur de penalty en finale de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, c'est d'être comptable du PSG et d'être responsable de la cellule marketing. Parce que évidemment que le Paris Saint-Germain va trouver de nouveaux investissements, qu'il va y avoir des sponsors qui vont signer, qui vont venir. Parce que Messi. Mais pour arriver à rentabiliser tout ça, surtout si le Paris Saint-Germain continue à ne pas réussir à vendre, il va falloir être costaud. Parce que le fair play financier, à un moment, il va revenir aussi. Et ils regarderont les dépenses et les recettes. Donc là, c'est pas que sur le terrain, c'est presque à côté que ça va être plus risqué pour le Paris Saint-Germain. Mais je peux vous dire que le responsable du marketing doit être très content. Mais là, il y a des gouttes qui perdent au niveau de son front. De toute façon, Paris devait vendre avant Messi. Il doit d'autant plus vendre avec Messi. De toute façon, ça, c'est une certitude. On parle de Kjaer, on parle d'Herrera. Et on en vient à notre troisième sujet, Maxime. Oui, est-ce que la meilleure vente à faire pour le Paris Saint-Germain dans cet état actuel des choses, et c'est pas Kylian Mbappé, c'est évidemment la plus grosse valeur marchande. Et surtout, on le rappelle, Kylian Mbappé est libre au 31 décembre. C'est-à-dire que le 1er janvier 2022, il peut s'engager dans n'importe quelle équipe gratuitement avec un gros salaire, une grosse prime à la signature. Donc lui, finalement, il a tout à gagner. Mais le Paris Saint-Germain, s'il ne prolonge pas, il a tout à perdre. Enfin, du moins tout à perdre. Il ne perdrait pas 180 millions parce qu'avec une année de contrat, je ne pense pas que Mbappé parte pour 180 millions. Mais il y a peut-être une petite centaine de millions qui ne seraient quand même pas négligeables parce que si le salaire de Messi est autour de 40 millions, ça vous fait 2 années et demie de salaire. Et il y a quelque chose qui est important à préciser, c'est qu'on parlait souvent, et à raison, que le Paris Saint-Germain ne vendrait pas Kylian Mbappé cet été. C'était pas question de perdre la face, en fait. Il fallait garder Kylian Mbappé. Maintenant qu'il y a Lionel Messi, que Paris a fait le coup de l'année et qu'il s'est acheté encore une plus grande crédibilité, une plus forte aura au sein de l'Europe et du monde, un transfert de Kylian Mbappé n'aurait pas la même signification. Alors, je pense que du côté de Doha, on n'a pas envie de le vendre, mais en termes juste d'image, ça n'aurait pas tout à fait la même signification. Et j'en reviens là-dessus, et j'insiste là-dessus, mais l'image, c'est capital pour Doha. Donc, peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre, d'autant qu'on sait et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas envie de prolonger. Il y a une chose aussi, c'est que Kylian Mbappé répétait que ce qui comptait, c'était le projet sportif, de voir comment on allait renforcer cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est un argument qui ne tient plus. Parce que quand tu as Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Messi qui arrivent pendant l'été, même si tu perds Herrera, Kjaer ou je ne sais qui, c'est un argument qui ne tient plus. C'est qu'aujourd'hui, s'il ne tenait qu'à ça, Mbappé, il signerait demain. Il prolongerait demain. Ouais, il signerait demain. On l'a vu cet été, de toute façon, on était bien placé pour le savoir, de Munich à Bucarest en passant par Budapest, que Mbappé est obsédé par autre chose. On le sait depuis très longtemps, les responsabilités. On l'a vu en équipe de France, il en a pris un peu trop par rapport à ce qu'il aurait dû faire, à mon humble avis. Et là, dans l'absolu, il se retrouve dans un Paris Saint-Germain où le numéro 1, c'est Messi, le numéro 2, ça peut être lui, mais il va y avoir une connexion Messi-Neymar, évidente, parce que les deux s'entendent comme deux larrons en foire. Et lui va se retrouver finalement, pas sur le côté, mais un peu de côté. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain a besoin d'un Mbappé, et tant mieux s'il est là, mais il va se poser la question de la répartition des tâches. Qui va tirer les pénaltys, qui va tirer les coups francs, etc. On a vu que Mbappé aimait beaucoup désormais tirer les coups francs. Donc comment ça va se passer, ça va être compliqué. Toujours pas digéré ça, Maxime. Bon, bref. Et surtout, il va falloir penser à quelque chose. La saison qui s'ouvre, c'est le retour du public au Paris Saint-Germain dans le Parc des Princes. La jauge est à 100% pour l'instant. Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Pour un supporter du PSG, c'est compliqué à accepter. Messi arrive. Messi devient forcément l'attrait numéro 1, le chouchou du public, parce que c'est Messi, voilà, tout simplement. Il n'y a pas un club au monde où on reprocherait à Messi d'être Messi, à part peut-être au Real Madrid, mais je pense que très vite il sera accepté dans les tribunes. Au moindre faux pas, à la moindre rumeur, je pense que Mbappé peut être pris en grippe par le public, tout simplement. Parce qu'ils ne vont pas accepter de voir que ce joueur-là n'accepte pas de prolonger. Comme tu l'as dit, il a dit c'est le projet sportif, il faut renforcer l'équipe. Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Ramos, Messi, si ce n'est pas un renforcement d'équipe, on ne sait plus rien. Donc ça dira quoi? Ça dira que le joueur a envie de partir. Or, des supporters du Paris Saint-Germain ou d'ailleurs aiment rarement les joueurs qui ont envie de partir. Le seul joueur que j'ai vu partir sous les applaudissements
on va dire, grand joueur, c'était Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille en 1992. Voilà, il avait été applaudi parce que c'était la fin d'une histoire et ça se terminait, voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement dans l'air du temps d'applaudir un joueur qui part pour service rendu, hormis quand il est resté très longtemps. Or, Mbappé, il est resté un petit peu longtemps, mais il est très jeune. Et surtout, on sait le plan qu'il a derrière, c'est de partir notamment au Real Madrid. Donc ça pourrait être assez compliqué si jamais il y avait une petite fausse note. Voilà. Le problème aussi pour Mbappé cet été, c'est que oui, il veut rejoindre a priori le Real Madrid. Mais le Real Madrid, il a les poches vides. Florentino Pérez l'avait dit au moment de la Super League, il n'y a plus rien, il n'y a que dalle dans les caisses du club. Donc l'intérêt du Real Madrid, c'est d'attendre, de le récupérer sur un plateau. Mais est-ce que c'est l'intérêt de Mbappé? C'est compliqué. Donc Mbappé, il se retrouve quand même dans une saison qui est pour moi la saison de tous les dangers. Parce que, encore une fois, entre cette position qui va être je ne prolonge pas, donc je vais partir l'été prochain, Messi qui est arrivé, qui devient le numéro 1, le public qui va évidemment en avoir Dieu que pour Messi et qui va peut-être lui reprocher le moins de ses faux pas parce que le public saura qu'il a envie de partir et qui ne rend pas au club finalement ce qu'il serait peut-être en droit de rendre, ça va être assez compliqué et ça va être passionnant à suivre surtout. Après, il faut se mettre aussi à la place d'Mbappé. Moi, j'ai envie pas de le défendre, mais de me mettre à sa place. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, l'an dernier, a vécu sur les exploits d'Mbappé. C'est lui qui les a tirés d'affaire en huitième de finale, en quart de finale face au FC Barcelone, face au Bayern Munich. Il faut se souvenir de ces moments-là. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un Mbappé aussi fort, en club au moins, que lors de cette campagne de Ligue des Champions. Tu finis une saison où tu es très fort. Alors oui, tu n'es pas champion de France, mais bon, tu es très fort. Tu es meilleur buteur du championnat. Tu es l'un des meilleurs. Mais pour ne pas dire au fond, il a fait le tour. Oui, mais tu es l'un des meilleurs joueurs de Ligue des Champions. Tu as sorti ton équipe d'une crise qui aurait pu être une crise sportive qui aurait pu être parce que tu sors en huitième de finale contre le FC Barcelone ou en quart, alors que ça se passe pas bien en championnat. Et arrive l'été et tu vois débarquer dans ce club dont tu es censé devenir l'étendard très très vite, le meilleur joueur du monde. Je comprends que de son point de vue, ça puisse être difficile à avaler. Ça, je peux le comprendre. Après, il y a évidemment cette histoire de prolongation qui a aussi brouillé le jeu, brouillé les pistes. Après, je pense que ça n'aurait rien changé. Même s'il avait prolongé, Paris se serait jeté sur l'opportunité. Oui. Messi, je comprends que ça brouille son image. Je comprends que ça puisse le mettre en difficulté à un moment dans la saison. Mais je comprends aussi sa position à lui, qui est de se dire, là, peut-être qu'on ne fait pas tout au Paris Saint-Germain pour mettre à la place où je devrais être. Ouais, alors, ça, encore une fois, ça me fait penser aux actes de dire je veux des responsabilités. À un moment, il faut que ça se fasse. Les choses doivent se faire naturellement. Et pour lui, elles se sont faites naturellement, Maxime, cette saison. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire quand Messi arrive? C'est-à-dire que n'importe quel footballeur devrait au moins un peu s'incliner et peut-être se dire finalement Messi il a 34 ans et moi je suis le futur. Moi quand Messi arrêtera j'aurai peut-être 25-26 ans et je serai encore au top. Donc voilà, à la rigueur moi ce qu'il faudrait c'est éclaircir tout maintenant. C'est dire je veux rester, je veux partir ou dire carrément je reste. Il y a des gens très intelligents à côté de lui autour de la com, dire de toute façon s'il ne prolonge pas on sait pourquoi. Donc peut-être crever l'abcès et dire je partirai à la fin de saison, je veux profiter, ça va être avec Messi, etc. Nanana, il dira ce qu'il veut, mais au moins je pense que ça pourrait aider. Parce que là, le silence, il va être pesant pendant très longtemps, ou dire carrément, à moins qu'il hésite vraiment. Partir. À moins qu'il hésite vraiment. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Messi, et au-delà de l'arrivée de Messi, l'arrivée aussi de Sergio Ramos, l'arrivée de ces caractères-là, de ces joueurs-là, avec leur palmarès, avec ce qu'ils ont accompli depuis 10 voire un peu plus, 15 ans, ça redistribue, comme l'arrivée de Benzema en équipe de France en fait, ça redistribue aussi les cartes. Il y a un pouvoir qui doit être partagé, il y a une géopolitique du vestiaire qui va être transformée. Et Mbappé, c'est certain que l'arrivée de ces joueurs-là, ça diminue un petit peu son influence au sein du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Autant celle de Karim Benzema, pour moi, avait augmenté l'influence de Kylian Mbappé parce qu'il y avait une vraie connexion entre les deux. Autant celle de Ramos et de Messi et de tous les autres, là, ça l'atténue un tout petit peu. Donc peut-être qu'il y aura peut-être une frustration à un moment donné qui s'exprimera du côté de Kylian Mbappé. Je crois qu'on a fait le tour, du moins sur ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je pense qu'on va beaucoup reparler de Messi. Et ceux qui nous reprochent de parler d'Antoine Griezmann très souvent, ça va peut-être se décaler un peu, même si on aurait pu parler d'Antoine Griezmann, parce que lui, la théorie des dominos aussi au Barça est assez intéressante, même si le public, pour l'instant, n'est pas tellement fan de son maintien, on va dire, au sein du club barcelonais, qui a perdu évidemment Lionel Messi
pour le plus grand bonheur de la Ligue 1 et surtout du Paris Saint-Germain qui aura le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, au moins l'un des 3 meilleurs joueurs de tous les temps, au Parc des Princes tous les 15 jours, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Je préfère que tu termines comme ça, Maxime, hein, parce qu'on a vu un petit peu d'aigreur pendant cette émission, mais je préfère te voir heureux. Mais moi, je suis parce que moi, mon but dans la vie, c'est de te rendre heureux. Mais non, on parlait tout à l'heure de Maradona à Marseille. C'était intéressant le parallèle, j'aurais dû le dire tout à l'heure d'ailleurs. Sauf que si Maradona était arrivé à Marseille, ça ne donnait pas titre automatiquement gagné pour l'OM. Parce qu'en face, il y avait du monde. Regardez les classements du championnat de France à l'époque. Je l'ai relancé, je suis désolé les amis. C'est ça, c'est d'avoir en face, tu vois, quand le PSG s'offrait Georges Weah, Monaco pouvait s'offrir Jürgen Klinsmann. Moi, c'est ça que je veux. Je veux de la compétitivité. Je veux que ça cogne un peu. Voilà. Et ça me... Alors, attendons la prochaine Stream Team au mois de septembre. Peut-être que Paris aura 9 points de retard sur l'OM, Lyon et Monaco. Clermont. Ou Clermont. On se donne rendez-vous en tout cas à la rentrée, Maxime. Ouais, cette fois pour Et je veux que tu prennes un petit peu de couleur parce que là, bon, pour ceux qui nous écoutent, vous ne voyez pas, mais il est encore un petit peu palichon, Maxime. T'es fatigué. C'est les vacances qui commencent normalement dans les heures qui viennent. Donc, ouais, mais je crois pas que ce soit. C'est pas en Auvergne que tu vas prendre des couleurs, Maxime. Ouais, mais je vais partir ailleurs aussi après. Il fera un peu plus chaud. Il donne pas toutes les infos, Maxime. En tout cas, tu vas sur les terres, test PCR, tout ça. Tu vas sur les terres du leader du championnat de France. Je te reconnais bien là, Maxime. Ouais, on te souhaite de bonnes vacances. De même, Martin. Voilà, on se donne rendez-vous à la rentrée, évidemment. Voilà. Allez. Bronzé et regonflable. Salut. Bonnes vacances à vous. Ciao, ciao. This preseason, take football further with NFL Game Pass. We make plays and we dominate all night long. Catch every rookie debut with live out-of-market preseason games. Welcome to the NFL. See big names in their new homes. And here comes one. Julio Jones, touchdown. Plus, get all the action in 45 minutes or less with condensed game replays. Oh, my goodness. Take football further with NFL Game Pass. Go to NFL.com/Game Pass to start your free trial today.